Bonjour messieurs, bienvenue à ce cours de comptabilité analytique que j'aurai le plaisir de développer pour vous dans le cadre de ce master MOM. Je me présente, je m'appelle Hamdani Boutala, je suis ex-enseignant chercheur universitaire qui a exercé pendant plus de 30 ans à la faculté des sciences économiques et gestion de Tunis. Aujourd'hui, je suis consultant indépendant. Et donc, aujourd'hui, nous allons démarrer le premier cours de cette discipline qu'est la comptabilité analytique. Aujourd'hui, nous allons commencer notre cours avec un premier chapitre qui porte sur la comptabilité analytique et le concept de coût. Un chapitre pour prendre connaissance de cette discipline et, bien entendu, d'identifier ce que peut être le concept de coût et qu'est-ce qu'il en recouvre en fin de compte. Alors, premier élément de ce chapitre, la comptabilité analytique, objectifs et fonctions. À quoi ça peut servir si l'entreprise dispose d'une comptabilité analytique? Alors, quels sont les objectifs de la comptabilité analytique? Un des objectifs serait de fixer un prix satisfaisant pour les produits ou les services rendus, ou les services vendus. Deuxième objectif possible, déterminer quels sont les produits ou les services rentables et ceux qui génèrent un déficit, et là pour prendre les décisions qui s'imposent. Troisième objectif possible, contrôler les stocks, essentiellement pour les entreprises industrielles, puisque l'évaluation des stocks en fin de période ne peut être objectivement établie que si jamais on connaît exactement quel est le coût unitaire de ce qui a été produit au cours de la période. Quatrième objectif possible, tester l'efficience des différentes fonctions de l'entreprise. Et là, ça s'explique. Si l'entreprise veut sous-traiter une fonction particulière de l'entreprise, que ce soit une fonction de production ou une fonction commerciale, il faut qu'elle sache combien lui coûte cette fonction. Un dernier objectif, ça peut être le fait de déceler les pertes et les gaspillages, et ceci en faisant des comparaisons entre les coûts préétablis ou les coûts standards et les coûts réellement supportés ou les coûts réels. En définitive, la mise en place d'une comptabilité analytique s'avère une nécessité pour toute entreprise ou société qui souhaite maîtriser ses dépenses et contrôler son budget de façon précise. Voilà une petite introduction sur les objectifs de la comptabilité analytique. Alors, il y a une question qui serait légitime de poser. Est-ce que la comptabilité générale permet de calculer les coûts? La réponse est non. Pourquoi? Parce que, premièrement, la comptabilité générale est une comptabilité des flux externes. Et par conséquent, elle ne peut enregistrer que les flux entre l'entreprise et les tiers. Entre l'entreprise, ses fournisseurs, ses clients, la banque, l'administration fiscale, et même avec les actionnaires ou les associés, avec son personnel. Donc, ce sont des flux externes. Deuxième raison qu'on peut invoquer, c'est que la comptabilité générale est une comptabilité globale. Elle ne peut fournir les détails sur la destination des charges. La comptabilité générale est surtout au niveau des charges. Les charges sont classées selon leur nature. Alors que ce que nous voulons savoir, c'est à quoi a servi une charge, autrement dit la destination de la charge. Chose que la comptabilité
générale ou financière ne peut donner. Quelles sont les fonctions de la comptabilité analytique de gestion? Alors, il y a une première fonction qui est une évidence, c'est une fonction de calcul des coûts. Et si on connaît les coûts, il est possible d'analyser la rentabilité. Deuxième fonction, une fonction d'analyse de l'activité et des conditions internes d'exploitation. Et là, le coût devient un indicateur sur les conditions internes d'exploitation. Et une dernière fonction, une fonction de prévision et surtout, une fonction d'aide à la prise de décision. Il y a des notions qu'il faut absolument connaître pour éviter les confusions. D'abord, la notion de prix. Lorsqu'on parle de prix, on parle d'une valeur monétaire, d'une transaction. En amont, on parle de prix d'achat, ou en aval, lorsqu'on parle de prix de vente. Cela veut dire que, dans certains ouvrages, on parle de prix de revient. Or, le prix de revient, à mon sens, n'a pas de sens, puisqu'il ne s'agit pas d'une transaction. Le coût, c'est quelque chose qui résulte de l'exploitation et donc des conditions internes d'utilisation des ressources. Et donc, on ne parle pas de prix de revient, mais plutôt de coût de revient. La notion de charge. Donc, on va trouver cette notion aussi bien en comptabilité générale qu'en comptabilité analytique, et ça recouvre la même réalité. Donc, une charge, c'est tout ce qui a comme effet ou comme impact l'appauvrissement de l'entreprise, donc une diminution de, si vous voulez, de son résultat. Une autre notion à bien, si vous voulez, bien spécifier, la notion de coût. Alors, un coût est constitué par l'accumulation de charges. Donc, ce sont des charges qui s'ajoutent, mais ce qui est le plus important, c'est une accumulation de charges relative à un produit déterminé, soit un bien ou un service. Et nous trouvons la dernière notion à expliciter et à ne pas confondre. En comptabilité générale, l'expression produit désigne au terme du cycle d'exploitation la contrepartie monétaire des biens et services créés ou livrés par l'entreprise. Autrement dit, ce sont tous les comptes de la classe 7. Alors qu'en comptabilité de gestion, le terme produit désigne le bien, donc il s'agit d'un bien tangible, ou un service, on parle de produit bancaire, donc c'est un service, créé par l'entreprise. Donc là, nous avons une différence en termes conceptuels entre la comptabilité et la comptabilité financière générale et la comptabilité analytique sur cette notion de produit. Et nous passons maintenant au concept de coût qui est l'objet, si vous voulez, de cette discipline, la comptabilité analytique. Alors, quelles sont les caractéristiques des coûts? Et là, je parle des coûts au pluriel et non pas de coûts au singulier. Donc, un coût est caractérisé par, tout d'abord, un champ d'application, ou ce qu'on appelle les objets de calcul des coûts. Donc, un coût est relatif à un objet de calcul. Alors, pour bien assimiler cela, c'est une réponse à la question, on va calculer le coût de quoi? Bien. Ça veut dire qu'il y a plusieurs objets de calcul de coût. Et donc, il faudrait
il faudrait qu'on spécifie, on désigne, on détermine, on identifie l'objet du calcul du coût. Deuxième caractéristique, le contenu. Le contenu du coût. Autrement dit, c'est comme si on répondait à la question comment nous allons calculer ce coût, selon quelle méthode, selon quelle approche. Et nous arrivons à la dernière caractéristique, le moment de calcul. Troisième caractéristique, en fait, c'est comme si on répondait à la question quand on va calculer les coûts. Donc, nous allons reprendre chacune de ces caractéristiques pour mieux l'expliciter, mieux la comprendre. Et nous allons commencer tout d'abord par l'objet de calcul de coût. Alors, un objet de calcul de coût, c'est quoi? Ça peut être les matières achetées. C'est-à-dire, on se pose la question, quel est le coût des matières que nous achetons? Le coût d'une fonction. Combien nous coûte le service informatique qui fait partie de notre organisation? Quel est le coût des consommables achetés? Quel est le coût des moyens logistiques? Quel est le coût des produits ou services obtenus par notre cycle de production? Ou bien, ça peut être les produits ou services vendus. Là, remarquez que, même si on parle de services et produits, là, ce sont les produits ou services que nous créons. Là, c'est plutôt les produits ou services que nous vendons. Ce sont deux objets de calcul de coût différents. Que contient un coût? Autrement dit, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que nous allons utiliser comme charge pour calculer les coûts? N'oublions pas qu'un coût, c'est toujours une accumulation de charges relative à un produit ou un service. Alors, les charges. Si toutes les charges comptables avec ou sans traitement, chose que nous allons voir dans le chapitre suivant, si on va utiliser toutes les charges, eh bien nous allons obtenir des coûts complets. Et il n'y a pas que cette façon de procéder. Donc là, on peut utiliser une partie des charges, pas toutes les charges, mais une partie des charges. Et si nous optons pour cette approche, soit que nous allons utiliser les charges directes, et là nous allons expliciter sous peu cette notion, nous allons obtenir des coûts partiels, des coûts directs. Mais il y a une autre possibilité, c'est que on va utiliser uniquement les charges variables. Et dans ce cas-là, nous allons obtenir des coûts variables. Alors, nous allons essayer d'expliciter même de façon assez, si vous voulez, assez superficielle, cette notion de charge directe et bien entendu le complément qui sont les charges indirectes, les charges variables et leur complément, les charges fixes. Alors, la charge de loyer de l'entrepôt. Si jamais on loue un entrepôt, cette charge, elle est fixe parce qu'elle ne dépend pas de notre activité ou de notre niveau d'activité. Même si il n'y a pas d'activité, on est obligé de payer le loyer. Par contre, la charge d'électricité, elle, c'est une charge variable. Pourquoi? Parce que plus l'activité est importante, plus nous allons consommer d'électricité, donc plus la charge sera importante, et vice-versa. Le prix d'achat des matières. Lorsque nous achetons des matières, c'est une charge. C'est une charge directe pour la production d'un bien. Donc, un bien qui utilise ces matières, le prix d'achat de ces matières est une charge directe pour la production de ce bien en question. Par contre, le salaire
du comptable de l'entreprise. C'est plutôt une charge indirecte pour la production d'un bien. Bien entendu, on va expliciter en profondeur ces différences-là dans les chapitres concernant le calcul des coûts complets selon la méthode des sections homogènes, ou centre d'analyse, et la notion de charge fixe et variable sera, si vous voulez, abordée dans le cadre de la méthode de calcul du coût variable. Nous poursuivons. Alors, la question, comment calculer les coûts? On dit les moments de calcul de coûts. Quels sont les moments où, quelles sont les dates, si vous voulez, pour les calculs des coûts? Alors, on peut calculer les coûts au début de la période, c'est-à-dire avant même d'exercer l'activité, et là, on calcule un coût prévu, prévisionnel, ou un coût standard, qu'on appelle aussi un coût budgété. Alors, au cours de la période, le mois par exemple, on va enregistrer l'ensemble des charges, et donc, qui ont été supportées pour le calcul des coûts, et à la fin de la période, la fin du mois par exemple, nous allons, nous allons calculer un coût, et ce coût-là, c'est le coût réel, donc à la fin de la période, après avoir exercé l'activité. Voilà les deux moments de calcul de coût. Ce que nous avons présenté comme étant des coûts complets ou des coûts partiels, la source d'informations pour le calcul des coûts proviennent de la comptabilité financière. Mais il n'y a pas uniquement que ce type de coûts. Nous allons avoir deux coûts qu'on appelle des coûts extra-comptables, autrement dit, qui sont calculés en dehors de la comptabilité, là où on ne s'appuie pas sur les informations données par la comptabilité. Alors, les coûts extra-comptables, et nous allons commencer par un premier coût extra-comptable, le coût marginal. Alors, c'est quoi le coût marginal? Alors, le coût marginal est la différence entre l'ensemble des charges courantes nécessaires à une production donnée et l'ensemble de celles qui sont nécessaires à cette même production majorée ou minorée d'une unité. En économie, lorsqu'on parle du coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. En management, on parle, le coût marginal est entendu comme le coût de la production supplémentaire. Alors, pour illustrer ce coût marginal, nous allons utiliser un exemple. Et voici cet exemple. Donc, une entreprise produit sur commande un seul article. Donc, elle produit sur commande. Donc, elle n'a pas de stock. Sa capacité normale est de 1000 unités par mois. Le coût variable unitaire est de 50 dinars et les charges fixes mensuelles s'élèvent à 120 000 dinars. Alors, pour une production de 1000 unités mensuelles, autrement dit, une capacité normale, quel est le coût unitaire moyen? Voici la première question. Et on nous dit que le prix de vente est établi en ajoutant au coût moyen unitaire une marge de 25%. La deuxième question, quel est le prix de vente unitaire? Pour le mois de mars 2024, le carnet de commande est totalement rempli à la date du 25/3/2024. Autrement dit, elle a un carnet de commande sur 1000 unités. Une commande supplémentaire est parvenue le 27 mars, qui porte sur 100 unités. Donc, elle va aller au-delà de ces 1000 unités. Pour satisfaire cette commande, une charge fixe supplémentaire de 20 000 dinars sera supportée.
la charge variable unitaire restant inchangée. En cas d'acceptation, quel serait le résultat sur cette commande si l'entreprise applique le même prix unitaire que précédemment? La solution. Alors, la solution, voilà comment elle se présente. Le coût total. Le coût total, il est de 1000 fois 50 plus 120 000. Donc là, vous avez la charge variable, la charge fixe, 170 000 dinars. Et le coût moyen serait 170 000 sur 1000, 170 dinars. Donc voilà, nous avons répondu à la première question. Deuxième question, le prix de vente unitaire. Donc, c'est 170 que multiplie 1,25 et donc chaque unité est vendue à 212 dinars 500. Nous avons répondu à la deuxième question. Et nous allons maintenant aborder la notion du coût marginal. Coût de la commande supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les charges variables restent inchangées. Okay. Sauf que pour cette commande particulière, il y a 20 000 dinars de charges fixes à supporter. Ce qui nous amène à 100 fois 50 plus les 20 000. Donc le coût de la commande supplémentaire serait de 25 000 dinars. Ça, c'est le coût marginal. Alors, si jamais on vend au même prix, ben là, nous devons une perte. Ça, c'est l'intérêt du coût marginal, c'est que ça nous permet de prendre une décision sur quel est l'impact de l'acceptation ou de la production d'une unité supplémentaire. Donc, je dis une unité, les entreprises ne travaillent pas par unité, mais travaillent par lot. Donc, c'est le cas de cet exemple. Nous allons aborder maintenant un autre coût extra-comptable, c'est le coût d'opportunité. Alors, le coût d'opportunité. Alors, c'est quoi le coût d'opportunité? Voilà comment ce coût se présente. Ce coût correspond au manque à gagner, qui résulte du choix d'une alternative qui s'avère être celle qui n'est pas optimale. Autrement dit, on est devant des choix d'alternatives, sauf que on choisit l'alternative qui n'est pas la meilleure alternative possible. C'est la différence alors. Comment la quantifier? C'est la différence entre le résultat engendré par la meilleure décision et le résultat de l'alternative choisie et le résultat de la décision que nous avons prise. Alors, nous allons aller du concept à l'application. Voici l'exemple de calcul du coût d'opportunité. Donc, un entrepreneur dispose d'une trésorerie excédentaire de 100 000 dinars au début de l'année 2023. Ok. 3 alternatives s'offrent à lui. Il va prendre une décision concernant l'utilisation de cet excédent de trésorerie. Alors, soit placer l'excédent de trésorerie dans un compte d'épargne au taux net de 6% l'an, donc il connaît dès le départ combien ça va lui rapporter. 6% l'an. Une autre décision possible sur l'emploi de cette trésorerie excédentaire, c'est acheter les actions de l'hypermarché Kaola. Alors, chaque action est d'un nominal de 20 dinars. Ou bien, c'est une troisième alternative, troisième décision possible, acheter les actions de la banque BRT d'un nominal de 50 dinars. Bien. Ça, c'était les alternatives. Bien.
Alors, qu'est-ce qu'il a choisi? Son choix a porté sur l'épargne. Donc, il va placer 100 000 dinars en épargne. Maintenant, ça c'était une décision qui a été prise au début de l'année 2023. À la fin de l'année 2023, les dividendes nets par action Kaola sont de 1 dinar 400. Donc, il y a eu un résultat et chaque action, un dividende net de 1 dinar 400. Alors que ceux de l'action RTB sont de 4 dinars. La question, quel est le coût d'opportunité engendré par la décision prise par l'entrepreneur? Bien. Alors, nous allons résoudre ce problème. Alors, on y va pour la solution. Alors, la solution. Tout d'abord, réellement, cet entrepreneur s'est enrichi de 6 000 dinars. 100 000 fois 6%, 6 000 dinars. Maintenant, il a en compte 6 000 dinars de plus par rapport au début de l'année 2023. Ok. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il aurait pu avoir si jamais il a opté pour l'achat des dividendes. Alors, combien il aurait acheté le dividende? 100 000 dinars divisé par 20, 10 000 sur 2, ça vous fait 5 000. Alors, s'il avait acheté 5 000 actions avec les 100 000 dinars, voilà ce qu'il aurait gagné, 7 000 dinars. Et si jamais il avait choisi la troisième alternative, les dividendes de 100 000 de 100 050 actions, s'il avait choisi d'acheter des actions RTB, donc 100 000 sur 50 actions, ça nous fait 10 000 sur 5, donc 2 000 actions qui auraient rapporté 4 dinars de dividendes, soit 8 000 dinars. Donc, 6 000 dinars, il s'est enrichi réellement de 6 000 dinars, sauf que ce n'était pas la meilleure décision. La meilleure décision, la voilà, celle de l'acquisition des actions RTB. Et donc, le coût d'opportunité s'élève à, donc, la meilleure décision, c'était celle-là, mais il a choisi celle-là. Et donc, voici son coût d'opportunité. Donc, il y a un manque gagné de 2000 dinars. Voilà, comme ça nous avons terminé le premier chapitre qui avait pour but de présenter la comptabilité analytique, ses objectifs, ses fonctions, le concept de coût et deux coûts extra-comptables. Il n'y a pas uniquement que ces deux coûts-là, il y en a d'autres. Et je vous remercie pour toute l'attention que vous avez apportée.